Dans un geste inattendu et audacieux, Ibrahim Traoré a pris le contrôle du fleuve Sahel, marquant une rupture décisive avec des siècles de domination étrangère. Le fleuve, longtemps sous le contrôle des intérêts européens, a été fermé du jour au lendemain, sans avertissement, sans négociation. Si l'Europe dénonce cet acte comme un sabotage, le peuple burkinabé, lui, applaudit, considérant cela comme une libération tant attendue. Mais que signifie cette décision pour l'avenir de la souveraineté de l'Afrique et quel prix sera payé pour récupérer ce qui leur appartient de droit? Le pari d'Ibrahim Traoré commence à peine et ses conséquences résonneront bien au-delà des rives du fleuve. L'une des actions les plus audacieuses de l'histoire moderne du Burkina Faso, la décision d'Ibrahim Traoré de contrôler le fleuve Sahel n'est pas seulement une question de gestion des ressources naturelles du pays, mais aussi une déclaration puissante de souveraineté et de pouvoir national. Pour le peuple burkinabé, c'est une chance de récupérer ce qui leur a été pris pendant des décennies, tandis que pour les grandes puissances occidentales, c'est une démarche risquée, pouvant saper leurs efforts de maintenir leur influence en Afrique. Cependant, cet événement ne se limite pas à un conflit sur les ressources. Il incarne une lutte pour l'identité et le droit à l'autodétermination d'une nation. Ibrahim Traoré réussira-t-il à tenir bon face aux répercussions que l'Occident pourrait provoquer? Tout se jouera dans les jours à venir. Le 10 octobre 2025, Ibrahim Traoré a pris la décision historique de suspendre tous les contrats de gestion de l'eau par des entreprises étrangères et de fermer les vannes du fleuve Sahel, un geste qui a secoué l'Afrique et le monde entier. En un instant, le fleuve, source de vie essentielle pour des millions de personnes, a cessé de couler. Le silence, une rupture nette dans le flux naturel, est devenu un symbole de résistance face à des décennies d'exploitation. Cette décision n'était pas seulement une réaction contre l'exploitation des ressources naturelles, mais aussi une réponse à des décennies de domination coloniale déguisée en contrats et accords commerciaux. Ce geste radical a été précédé d'une découverte choquante par Ibrahim Traoré lui-même. Un contrat colonial de 1947, signé en faveur d'une société européenne, accordait un contrôle total sur les ressources en eau du pays pour une durée de 99 ans. Ce contrat, écrit dans une langue que le peuple burkinabé ne comprenait pas, a permis à des entreprises étrangères de contrôler les flux d'eau et d'exploiter les ressources essentielles à la survie des habitants du Burkina Faso. Lorsqu'Ibrahim Traoré a découvert cette vérité, il a compris que son pays n'avait pas seulement été privé de sa souveraineté, mais qu'il était également prisonnier d'un système économique conçu pour le maintenir sous contrôle. À partir de ce moment-là, Traoré n'a pas cherché à négocier ou à trouver un compromis. Au contraire, il a décidé de briser ce cycle de dépendance. Le lendemain, il ordonnait un audit complet de toutes les infrastructures liées à l'eau, en mobilisant des ingénieurs, des soldats et des civils pour reprendre le contrôle de chaque valve et chaque compteur. En quelques heures, les rues de la capitale Ouagadougou se sont remplies de rumeurs, tandis que les gens commençaient à comprendre que ce qui se passait n'était pas simplement une question d'eau, mais un combat pour leur dignité et leur autonomie. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, s'est retrouvé à un tournant historique. En quelques jours, il est passé d'un dirigeant relativement inconnu à un symbole de la lutte pour la souveraineté et l'indépendance africaine. Son geste audacieux de fermer les vannes du fleuve Sahel a non seulement mis fin à des décennies de contrôle étranger, mais a aussi révélé l'ampleur de l'exploitation coloniale subtile qui perdurait sous forme de contrats cachés. Le parcours de Traoré pour prendre cette décision n'a pas été simple. Avant de briser le contrat colonial de 1947, il a passé de nombreuses nuits à examiner les archives nationales, découvrant des preuves accablantes de l'implication de puissances étrangères dans la gestion de l'eau du pays. Il a appris que les contrats avaient été rédigés de manière à maintenir le Burkina Faso sous une dépendance permanente, même après son indépendance. Ce fut un réveil brutal pour un homme qui avait hérité d'un fardeau, celui de diriger un pays qui, bien que libre politiquement,
restait enchaînée économiquement et écologiquement. Mais Traoré n'a pas hésité. En fermant le fleuve, il a pris un risque énorme, mais aussi un pari audacieux sur la capacité de son peuple à se battre pour son avenir. Ce choix radical a immédiatement eu un impact sur la population, divisant les opinions. À Ouagadougou, les foules se sont rassemblées autour du fleuve, applaudissant la décision du président comme une affirmation de leur indépendance. Cependant, une tension palpable se faisait sentir, la peur de ce que l'Occident pourrait répondre et les conséquences qui en découleraient. Le matin du 10 octobre 2025, Ibrahim Traoré se leva tôt. La décision avait déjà été prise, mais les ramifications de son geste allaient bien au-delà de la simple fermeture des vannes du fleuve Sahel. Ce fleuve, qui serpentait à travers le pays, alimentant des milliers de vies, avait été pris sous le contrôle d'intérêts étrangers pendant près d'un siècle. Lorsque Traoré donna l'ordre d'arrêter le débit d'eau, l'impact fut immédiat et choquant. Les satellites étrangers ont immédiatement détecté l'interruption. Mais pour les Burkinabés, ce fut un signe de renaissance. En quelques heures, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers tout le pays. Les rues de la capitale, Ouagadougou, se remplirent de rumeurs et de discussions animées. Les gens se rassemblèrent près des berges du fleuve, observant l'eau qui cessait lentement de couler. L'impact immédiat fut visible. Les entreprises étrangères opérant dans le pays se retrouvèrent dans une position délicate, incapables de poursuivre leurs activités. Les autorités européennes réagirent rapidement, condamnant la décision de Traoré et menaçant de prendre des mesures de rétorsion. Mais ces menaces ne faisaient qu'attiser la détermination du peuple burkinabé. Les jours suivants, une série d'événements dramatiques se déroulèrent du pays. Le gouvernement burkinabé annonça la suspension de tous les contrats d'infrastructures liés à l'eau et ordonna un audit complet des systèmes de gestion de l'eau. Les ingénieurs, accompagnés de soldats et de civils, furent envoyés sur le terrain pour récupérer chaque station de contrôle et chaque pompe d'irrigation contrôlée par des intérêts étrangers. Ce fut un travail colossal, mais la nation était prête à tout sacrifier pour récupérer ce qui lui appartenait de droit. Le monde extérieur réagit avec une panique croissante. Les Nations Unies firent entendre leur voix, exprimant leur inquiétude quant à l'impact de cette décision sur la stabilité régionale. La Banque mondiale, l'Union européenne et les États-Unis dénoncèrent la violation des accords internationaux et commencèrent à prendre des mesures pour isoler économiquement le Burkina Faso. Les sanctions furent évoquées et les négociations commencèrent à s'intensifier dans les couloirs diplomatiques. Cependant, à l'intérieur du pays, la situation était différente. La population, bien que consciente des difficultés à venir, célébra la décision de Traoré. Pour beaucoup, cela représentait une victoire contre des décennies de domination étrangère. Les travailleurs, les agriculteurs et les pêcheurs le long du fleuve se levèrent tôt chaque jour pour reconstruire leur vie, alors que les autorités locales prenaient ces mesures nécessaires pour gérer la situation d'urgence. Les marchés se remplissaient de discussions sur la manière de réorganiser la gestion des ressources en eau, et les Burkinabés commençaient à ressentir un sentiment de fierté collective qu'ils n'avaient pas éprouvé depuis des générations. Mais la pression sur Traoré augmentait. Les leaders étrangers, bien que choqués par l'audace de la décision, avaient du mal à comprendre l'ampleur de l'enjeu. Pour Ibrahim Traoré, il ne s'agissait pas simplement de l'eau, mais de l'héritage et de l'avenir de son pays. Chaque mouvement, chaque décision avait un impact sur l'identité de Burkina Faso et de l'Afrique tout entière. Le président savait qu'il devait faire face à une réaction violente, mais il était prêt à affronter les conséquences. Dans son discours à la nation, il expliqua clairement que l'Afrique devait se réapproprier ses ressources et sa souveraineté pour avancer sur la voie de l'indépendance véritable. Le lendemain, alors que les négociations internationales faisaient orage, une autre révélation éclata. Des documents secrets furent publiés, confirmant que les sociétés européennes
qui contrôlait l'eau, avaient été impliqués dans des pratiques de corruption, achetant des contrats pour maintenir leur pouvoir. Cela ajouta de l'essence au feu, et pour Ibrahim Traoré, cela renforça la conviction que son action était non seulement justifiée, mais nécessaire. Le fleuve, une fois contrôlé par des intérêts étrangers, était désormais sous le contrôle total de l'État burkinabé. Mais les défis ne faisaient que commencer. Avant la décision d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso dépendait à près de 78% de sociétés étrangères pour la gestion de ses ressources hydrauliques. Ce chiffre, révélé par un rapport interne du ministère de l'Eau en 2024, montrait à quel point le pays avait perdu le contrôle de ses propres infrastructures. Après la fermeture du fleuve Sahel, ce pourcentage a chuté à 21% en l'espace de 3 semaines. Cette réduction spectaculaire illustre la rapidité avec laquelle le gouvernement a pu reprendre la main sur un système conçu pour être verrouillé à l'extérieur. Pour la première fois depuis l'indépendance, les registres nationaux d'eau furent mis à jour sans l'intervention d'aucun consultant étranger, un symbole fort d'autonomie retrouvée. Mais le choc économique fut brutal. Le gel des financements internationaux, notamment la suspension d'un prêt de 400 millions de dollars par le Fonds monétaire international, plongea temporairement le pays dans une crise budgétaire sévère. Les importations d'équipements hydrauliques chutèrent de 35%, forçant les ingénieurs burkinabés à improviser avec les moyens locaux. Cependant, cette contrainte s'est transformée en catalyseur. En moins de 2 mois, 42% des composants étrangers furent remplacés par des fabrications locales, souvent artisanales mais fonctionnelles. Ce redressement technique, né d'une urgence, démontrait que le pays pouvait survivre sans dépendre du soutien financier ou technologique occidental. Les effets sociaux furent tout aussi mesurables. Selon une enquête menée par le Centre national de recherche rurale, près de 68% des habitants vivant le long du fleuve déclarèrent avoir participé à des projets communautaires liés à la gestion locale de l'eau. Avant la crise, ce taux de participation n'excédait pas 12%. Ce bond traduisait un changement profond. La gestion de l'eau n'était plus perçue comme un domaine d'experts étrangers, mais comme une responsabilité partagée par la communauté. Dans plusieurs villages, les anciens ont rouvert les anciens canaux d'irrigation abandonnés depuis des décennies, redonnant vie à des traditions effacées par la modernité importée. Sur le plan environnemental, les premiers relevés après la fermeture des vannes montrèrent une baisse de 18% du débit global du fleuve. Si les institutions occidentales y virent un signe de catastrophe, les hydrologues locaux observèrent au contraire une stabilisation du niveau des nappes phréatiques internes et une amélioration de la rétention d'eau dans les zones agricoles. En d'autres termes, ce qui semblait être une coupure brutale à l'échelle régionale révélait, à long terme, une régénération progressive des écosystèmes intérieurs. Ces chiffres, loin d'être anecdotiques, racontent une transformation mesurable d'un modèle de dépendance vers un modèle d'autonomie. Ibrahim Traoré, en déclenchant cette rupture, n'a pas seulement bouleversé les équilibres économiques, il a déplacé le centre de gravité morale du continent. Derrière les pourcentages et les statistiques, c'est une nouvelle philosophie de gouvernance qui se dessinait, celle d'un État africain prêt à vivre des conséquences de sa liberté retrouvée. Les critiques de la décision d'Ibrahim Traoré avancent un premier argument. Couper le fleuve Sahel des réseaux internationaux reviendrait à isoler le Burkina Faso du monde. Selon eux, en rompant les contrats avec les sociétés européennes, le pays risquait de perdre non seulement l'accès à la technologie moderne, mais aussi les financements nécessaires à la maintenance de ses infrastructures. L'arrêt du prêt de 400 millions de dollars du FMI semblait confirmer cette crainte. Sans soutien extérieur, la crise hydraulique et énergétique paraissait inévitable. À leurs yeux, la souveraineté proclamée par Traoré n'était qu'un mirage dangereux, troquant la stabilité économique contre une indépendance symbolique. Un second courant de pensée, plus géopolitique, soutenait que le geste du président risquait d'allumer une poudrière régionale. Le Sahel, partagé entre plusieurs nations, dépend d'un fragile équilibre hydrologique. Toute modification unilatérale du débit pourrait affecter le Niger, le Mali
et même le Tchad. Les diplomates européens, relayés par Washington, parlaient déjà d'une violation des traités internationaux sur les cours d'eau transfrontaliers. Dans cette lecture, Traoré devenait un déstabilisateur plutôt qu'un libérateur, un dirigeant prêt à sacrifier la coopération régionale sur l'autel du nationalisme. Mais ces deux arguments oublient un fait essentiel, l'état du système avant son intervention. Les relevés techniques de 2024 montrent que 62% des vannes du fleuve étaient contrôlées à distance depuis l'étranger, via des codes satellites détenus par une entreprise basée à Genève. Autrement dit, le Burkina Faso n'exerçait déjà qu'une souveraineté partielle sur sa propre eau. En fermant les vannes, Ibrahim Traoré n'a pas créé la dépendance. Il l'a rendue visible. Et cette visibilité, douloureuse mais nécessaire, a permis au pays de reconstruire sur des bases locales. 2 mois après la rupture, 42% des systèmes critiques étaient déjà remplacés par des composants nationaux. Le chaos annoncé ne s'est pas produit. Au contraire, une stabilité inédite a émergé, soutenue par la fierté collective d'un peuple enfin acteur de son destin. Le silence est devenu une arme. À ce moment précis, le Burkina Faso venait de franchir un seuil irréversible. Après la fermeture du fleuve Sahel, l'onde de choc n'était plus seulement diplomatique. Elle était existentielle. Les écrans du monde entier montraient mettre une ligne rouge clignotante sur les cartes satellites, symbole d'une Afrique qui refusait désormais de se plier. Les chancelleries s'agitaient, mais Ibrahim Traoré restait muet. Son silence, loin d'être une faiblesse, devint une stratégie. Chaque minute sans déclaration renforçait le sentiment qu'il ne cherchait plus à convaincre personne. Il agissait. À Ouagadougou, la population comprit ce langage tacite. Les marchés s'étaient vidés, les rues s'étaient calmées, mais dans les villages, on reconstruisait. L'eau, devenue rare et précieuse, reprenait sa valeur sacrée. Dans les bureaux étrangers, ce mutisme inquiétait. Comment négocier avec un dirigeant qui ne répond pas? Traoré savait que chaque mot prononcé pouvait être retourné contre lui, alors il laissa les faits parler. Le fleuve, lentement, reprenait son cours sous contrôle national. Et tandis que le monde regardait l'Afrique avec peur, l'Afrique se regardait enfin avec respect. Les conséquences du geste d'Ibrahim Traoré furent immédiates et profondes. Au niveau national, la population connut d'abord la peur avant la fierté. Les prix du carburant montèrent de 22%. Les importations se bloquèrent, et les communications furent ralenties par les sanctions. Mais quelque chose d'inédit se produisit. La solidarité locale prit le relais des marchés mondiaux. Les villages proches du fleuve s'organisèrent en comités communautaires, répartissant l'eau, réparant les canalisations et redécouvrant des techniques anciennes d'irrigation. En 2 semaines, plus de 1000 points d'eau furent restaurés à la main. Pour la première fois, les habitants devinrent acteurs de leur survie et non simples bénéficiaires de l'aide étrangère. Pour le secteur économique, l'impact fut violent, mais paradoxalement structurant. Les entreprises dépendantes des circuits d'importation occidentaux virent leurs activités s'effondrer, tandis que de petites coopératives locales émergèrent. Des ingénieurs burkinabés créèrent des prototypes d'équipements hydrauliques à partir de matériaux recyclés. Les universités techniques improvisèrent des laboratoires ouverts. Ce basculement improvisé mit fin à la logique d'assistanat. La rareté devint une école d'invention. Au bout de 3 mois, le taux de dépendance industrielle au matériel étranger passa sous la barre symbolique des 50. Du côté institutionnel, la rupture avec les bailleurs traditionnels força le gouvernement à repenser sa gouvernance. Sans conseillers étrangers dans les salles de réunion, les ministres débattirent pour la première fois uniquement en langue locale. Ce simple fait transforma la dynamique du pouvoir. Les décisions cessèrent d'être traduites. Elles furent comprises à la source. La communication interne gagna en clarté, et la politique de l'eau devint une cause commune plutôt qu'un dossier technocratique. Ibrahim Traoré, conscient du risque d'isolement,
choisit de faire confiance à la compétence nationale. Ce pari sur la lucidité locale fut le ciment d'une nouvelle forme de patriotisme pragmatique. Enfin, sur le plan régional et symbolique, le geste burkinabé eut l'effet d'une onde. Au Mali, au Niger, au Ghana, des voix s'élevèrent pour réclamer un contrôle africain des bassins fluviaux transfrontaliers. Les médias occidentaux parlèrent de rébellion hydraulique. Mais pour des millions d'Africains, c'était une renaissance politique. La phrase « l'eau n'est pas une marchandise, c'est un héritage » se répandit comme un hymne. Même les artistes et les religieux s'en emparèrent, transformant un acte administratif en mythe fondateur. En quelques mois, le Burkina Faso était passé du statut d'État vulnérable à celui de catalyseur continental. Les sanctions n'avaient pas brisé le pays. Elles l'avaient forcé à devenir lui-même. Et quand Ibrahim Traoré reparut en public, son silence valait victoire. Ce n'était plus un chef isolé, mais la voix d'un continent qui, pour la première fois depuis un siècle, refusait de plier genoux. À 6 mois de la fermeture du fleuve Sahel, le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif. 3 trajectoires se dessinent, aussi plausibles que divergentes. La voie de base. Le pays poursuit sa transition lente mais stable vers l'autonomie. Les réseaux communautaires consolident leur structure. Les ingénieurs locaux perfectionnent les technologies d'irrigation domestique. Et l'économie redémarre sur de petites bases régionales. Les tensions diplomatiques persistent, mais un équilibre tacite s'installe. L'Occident observe sans intervenir ouvertement, conscient qu'une sanction totale renforcerait encore la résistance populaire. C'est le scénario le plus réaliste, celui d'un pays qui avance par la contrainte, sans effondrement ni triomphe absolu. L'issue optimiste. Ibrahim Traoré parvient à transformer la crise en modèle continental. Le Mali, le Niger et la Guinée rejoignent officiellement le Contrat du Sahel, créant un Conseil interafricain de l'eau. Ensemble, ils mutualisent les ressources, établissent une autorité hydraulique panafricaine et attirent les investissements d'Asie et d'Amérique du Sud, hors du cadre européen. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso devient un laboratoire de souveraineté. Un petit État démontrant qu'indépendance et innovation peuvent coexister. Le pays sortirait de l'isolement par le bas, grâce à la coopération Sud-Sud. La dérive pessimiste. La pression économique et les sanctions finissent par épuiser la population. Les exportations agricoles chutent. Les infrastructures s'usent. Et certains ministres plaident pour une réouverture partielle du fleuve sous supervision internationale. L'Occident propose alors un partenariat de restauration qui, sous couvert d'aide, rétablit la dépendance. Ce scénario, bien que sombre, reste plausible si la solidarité interne se fissure. Entre ces chemins, le choix n'est pas seulement politique, il est moral. Le Burkina Faso devra décider si sa liberté vaut les privations qu'elle exige. Ibrahim Traoré l'a souvent répété. L'eau qu'on emprunte n'étanche jamais la soif. Ce principe, plus qu'une devise, est une méthode. Celle d'un continent qui apprend à penser ses ressources comme un bien commun et non comme une dette. Dans les rues de Ouagadougou, l'écho du fleuve silencieux résonnait dans les conversations quotidiennes. Ce n'était plus une décision gouvernementale lointaine, c'était une réalité vécue. Les familles faisaient la queue pour puiser de l'eau. Les enfants transportaient des seaux, et les anciens racontaient comment, autrefois, les rivières appartenaient à tous. Malgré la fatigue et les privations, une forme de dignité nouvelle émergeait. Les gens ne se voyaient plus comme des victimes d'un embargo, mais comme les gardiens d'un héritage. Dans les écoles, les enseignants utilisaient l'exemple d'Ibrahim Traoré pour parler de courage et de responsabilité. Des dessins d'enfants représentaient le fleuve comme un serpent libéré, glissant entre les mains du peuple. Dans les villages, les femmes, premières touchées par la pénurie d'eau, devinrent les figures de la résilience. Elles réorganisèrent la distribution,
instaurèrent des tours de rationnement et s'assurèrent que personne ne soit oublié. Ce leadership discret mais décisif transforma la crise en laboratoire social. Dans les quartiers urbains, de jeunes entrepreneurs créèrent des applications locales pour surveiller les points d'eau, preuve que la technologie pouvait naître de la nécessité. Même les musiciens s'en inspirèrent. Des chansons circulaient à la radio, mêlant fierté et mélancolie. « Le fleuve est à nous », chantait-il, comme une prière commune. Ce mouvement, spontané et profond, montrait que la souveraineté n'est pas seulement un acte politique, c'est une émotion partagée. Ibrahim Traoré avait redonné aux Burkinabés plus qu'un fleuve. Il leur avait rendu le sentiment d'exister par eux-mêmes. Et dans ce sentiment se trouvait peut-être la plus grande victoire, celle d'un peuple qui apprend à se tenir debout, même quand le monde le regarde tomber. Ibrahim Traoré savait que la victoire symbolique ne suffirait pas. Il fallait transformer la résistance en reconstruction. Dès le 3e mois, il fit adopter une feuille de route claire, articulée autour de 5 axes. Tout d'abord, parlons de la réhabilitation locale. Des brigades régionales d'ingénieurs furent déployées pour restaurer les infrastructures hydrauliques endommagées. Chaque équipe comptait un représentant communautaire chargé de rendre compte aux habitants. Les réparations suivaient un calendrier de 3 semaines par zone, mesuré non en mètres de canalisation posés, mais en foyers reconnectés à l'eau. Ensuite vient la souveraineté numérique. Les serveurs de données liés au fleuve furent rapatriés sur un réseau national indépendant. Les logiciels d'irrigation furent réécrits par des développeurs burkinabés et audités par les universités locales. Objectif: zéro dépendance aux licences étrangères avant fin 2026. Puis, il faut évoquer l'économie circulaire. Un fonds public-privé fut créé pour financer les innovations locales. Turbines artisanales, filtres à sable, pompes solaires. Chaque projet approuvé devait prouver sa reproductibilité à petite échelle. Vient ensuite la coopération africaine. Sous l'impulsion du contrat du Sahel, un conseil interétatique de l'eau fut proposé pour partager les savoirs techniques. L'idée: transformer la crise nationale en levier régional. Enfin, l'éducation et la transparence complètent cette vision. Les écoles techniques intégrèrent des modules sur la gestion durable de l'eau. En parallèle, un portail public mit en ligne tous les budgets et audits du programme. À la fin de la première année, 63% des infrastructures critiques étaient déjà sous contrôle national. Ibrahim Traoré déclara: « Nous avons repris le fleuve. Maintenant reprenons la confiance. » Une phrase simple, mais une direction durable. La souveraineté par la compétence, et non par la confrontation. Au crépuscule, le fleuve Sahel retrouvait sa lente respiration. Les eaux, jadis détournées, reflétaient à nouveau le ciel burkinabé. Ibrahim Traoré se tenait sur une petite passerelle, observant les reflets tremblants glisser entre les pierres. Il n'y avait ni drapeau, ni discours, seulement le murmure de la rivière et le bruissement des enfants jouant non loin. Autour de lui, les habitants s'étaient rassemblés sans invitation. Certains se tenaient des seaux, d'autres des torches. Personne ne parlait. Tous savaient ce que signifiait ce silence. La reconquête n'était pas une victoire militaire, mais une réconciliation. En redonnant au peuple son fleuve, Ibrahim Traoré leur avait restitué quelque chose de plus vaste: la foi en eux-mêmes. Un vieil homme s'approcha, plongea ses mains dans l'eau et murmura: « Elle nous appartient encore. » Ces mots, simples, contenaient toute la charge d'un siècle d'attente. Le président hocha la tête sans répondre. Ce soir-là, sous le vent du Sahel, on ne célébrait pas la fin d'un combat, mais le début d'une ère, celle où l'Afrique apprend à garder ce qu'elle aime. L'histoire du fleuve Sahel n'appartient plus seulement au Burkina Faso. Elle coule désormais dans chaque conscience africaine,
comme une question laissée en suspens. Qu'avons-nous encore à reprendre avant qu'il ne soit trop tard? Ibrahim Traoré n'a pas seulement rouvert les vannes de l'eau, il a rouvert celle de la mémoire, cette part de nous qui refuse de se soumettre. Dans les marchés, les écoles, les radios, la phrase revient. Le fleuve est à nous. Pas comme un slogan, mais comme un rappel. Chaque génération doit défendre quelque chose de vital, sinon elle finit par n'être que spectatrice de sa propre histoire. À ceux qui lisent ou écoutent dans cette histoire, souvenez-vous que le courage ne se décrète pas, il s'exerce. La souveraineté commence là où l'on ose dire non, même seul. Si vous croyez, vous aussi, que l'Aude du Sahel symbolise la liberté d'un continent entier, partagez cette idée. Pas pour glorifier un homme, mais pour honorer ceux qui se relèvent.